Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Sarah Garcia, chargée des projets chez Optoys. Et comme chaque semaine, on est au rendez-vous ici. Nous vous proposons de live pour mieux vous accompagner dans votre vie des parents et pour vous donner des outils bien concrets. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Contenso, auteure de plusieurs livres et outils d'enseignement des signes associés à la parole. Elle est également formatrice et fondatrice de Éveil et Signes. Elle va nous proposer un atelier des signes associés à la parole destiné aux enfants préverbaux. Donc, pour commencer, elle va nous expliquer les bénéfices, pourquoi proposer des signes associés à la parole au bébé. Ensuite, elle va nous expliquer comment les mettre en place avec des conseils pratiques. Et pour finir, elle nous donnera des signes basiques pour démarrer et avec des outils aussi bien concrets. Donc, bonjour Isabelle. Bonjour Sarah. Donc, je vous laisse la place et je vous souhaite à tous un bon atelier, bonne session. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Alors, bonjour à tous. Pour certains, vous me connaissez, pour d'autres, peut-être un petit peu moins, mais ça fait à peu près une dizaine d'années que je transmets avec vraiment beaucoup de passion et de plaisir un outil qui permet aux bébés qui n'ont pas encore la parole de pouvoir s'exprimer et de pouvoir entrer en lien avec leurs parents, avec leur entourage. Alors, principalement, j'interviens dans deux situations. Auprès des parents, parce que c'est un outil qu'on peut mettre en place dès la naissance, et puis également auprès de professionnels. Alors, ça peut être des professionnels petite enfance qui souhaitent instaurer cet outil dans leur pratique professionnelle, en crèche par exemple, ou des assistants maternels à domicile, mais aussi d'autres professionnels comme des orthophonistes, des psychologues par exemple, ou des médecins qui souhaitent créer un lien spécifique avec l'enfant et que donner l'opportunité à l'enfant de s'exprimer et d'avoir donc cet outil pour le faire. Alors, du coup, j'ai créé il y a quelques années Éveil et Signes avec, c'est un gros réseau qui regroupe plusieurs casquettes, on va dire, de personnes, de professionnels, des animateurs d'ateliers. Donc, vous pouvez, dans vos villes, trouver un atelier Éveil et Signes et puis partager avec votre bébé un petit instant autour des signes. Alors, c'est très ludique, hein, ça va être, par exemple, des petites comptines, des jeux, des histoires qui vont vous permettre de découvrir les signes et de les instaurer dans votre quotidien. Et puis, j'ai aussi des formateurs avec moi qui interviennent aussi sur le terrain, comme moi, auprès des professionnels de crèche. Alors, tout ça, c'est vraiment une grande famille et on est tous regroupés avec cette même passion qui est la communication, l'éveil du tout petit, parce que quand on regarde un bébé, on voit que il essaye déjà tout petit, mais dès la naissance, de communiquer. Son principal outil, au départ, c'est les pleurs. Ce sont les pleurs. Oui, parce que il n'a pas d'autre moyen de nous dire qu'il a besoin de quelque chose, qu'il a besoin d'être pris dans les bras, qu'il a besoin d'un câlin, qu'il a besoin d'être changé aussi, ou qu'il a besoin de téter ou de boire son biberon. Donc, il utilise les pleurs principalement. Et puis, on voit qu'à mesure qu'il grandit, la palette gestuelle commence à s'étoffer un petit peu. Donc, il va pouvoir, par exemple, bouger les bras très, très vite pour être pris dans les bras. Il a comme ça cette petite gestuelle qui se développe parce que, non, il ne peut encore pas parler, toujours pas parler. On sait qu'avant l'âge de 2 ans et demi, parfois un petit peu plus tôt, parfois un petit peu plus tard, il n'y a pas vraiment de règle, mais le bébé, de toute façon, n'est pas en capacité de parler, tout simplement parce que son appareil phonatoire n'est pas suffisamment mature. Donc, il va trouver d'autres moyens pour s'exprimer. Bien souvent, ça se passe plutôt bien. Il y a les pleurs qui sont là, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut voir aussi un sourire apparaître et on sait que si l'enfant nous sourit, il est plutôt dans un certain bien-être. On peut avoir aussi des mimiques faciales assez impressionnantes comme par exemple des crispations qui vont vouloir dire peut-être que le bébé a une souffrance, a mal à son ventre ou a mal quelque part peut-être aux dents. Donc on va comme ça être beaucoup en tant que parent dans l'observation. Qu'est-ce que le bébé essaye de me renvoyer? Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Parce qu'il ne peut pas le dire avec des mots. Alors, on voit que plus il grandit, plus il utilise vraiment tout son corps pour communiquer. Il va y avoir un tas de gestuels qui va apparaître, surtout à partir de 6 mois.
environ, où le bébé va commencer la station assise. Donc, quand il va s'asseoir, alors 6, 8 mois, 10 mois, ne soyez pas inquiets, ça prend le temps que ça prend, hein, chaque enfant est différent. Mais quand il commence à s'asseoir, du coup, on voit qu'il libère ses mains. Et donc, quand il libère ses mains, eh bien, il a un outil supplémentaire pour communiquer. Alors, il va s'en donner à cœur joie. En général, il va d'abord le faire par mimétisme, c'est-à-dire que nous, parents, on va lui proposer, par exemple, un petit jeu, et puis il réussit à le faire comme nous, et on va applaudir. On applaudit, on lui dit « Ah, bravo, c'est bien! Ah, t'as réussi, c'est bien !» Et en fait, on va voir que cette gestuelle plaît beaucoup à l'enfant. En général, il est captivé dès qu'on commence à bouger nos mains. Il a les mains rivées, enfin les yeux rivés sur nos mains, et il enregistre tout ça. On le voit les reproduire, ces gestes. Très facilement, on voit un bébé applaudir. Très facilement, on le voit aussi, par exemple, faire au revoir, ou un petit peu plus tard, faire chut. Et tout ça, eh bien, c'est quelque chose qui va au départ créer par mimétisme, parce que alors c'est tout simplement une technique, enfin c'est ce qui se passe dans son cerveau là, il y a quelque chose qui agit, ça s'appelle les neurones miroirs, c'est-à-dire que les neurones miroirs vont jouer leur petit travail et il va par mimétisme créer la même gestuelle que nous. Attention, au départ, il ne fait pas forcément le lien avec ce que cette gestuelle veut dire, il n'y met pas forcément de sens, hein, c'est vraiment du mimétisme, mais on voit progressivement qu'il va commencer petit à petit à comprendre dans quelle situation on peut faire ce geste-là. Et tout d'un coup, de lui-même, il réussit à faire quelque chose. Alors, par exemple, on fait une tour de cube, il pousse la tour de cube, la tour tombe, et là, tout d'un coup, il se met à applaudir parce qu'il a compris ce que voulait dire ce geste d'applaudir. Alors, quand on le voit faire ça, on se dit « Ah, ça y est, il a compris ». Autre exemple, je pars faire des courses, je commence à mettre mon manteau et je vois le bébé qui me fait « Au revoir ». Je n'ai rien dit, je n'ai pas dit que j'allais partir, mais il sait, il a fait le lien entre le fait de mettre son manteau, le fait que ça va être une séparation, le fait qu'il va falloir se dire au revoir, et du coup, il instaure ce geste parce que ce geste remplace le mot. Alors, quand on sait tout ça, on se dit, c'est formidable, en fait, il est capable, avec son corps, de s'exprimer. Mais on va profiter de cette compétence complètement naturelle de l'enfant pour l'enrichir, enrichir cette gestuelle. Alors, comment on va faire? Je vais vous le présenter juste après, mais en tout cas, on va vraiment... ce qui est important de dire, c'est qu'on ne va pas être dans la surstimulation, on va profiter du fait que ce bébé, il a déjà cette compétence. Et nous, on va venir simplement l'étoffer, lui proposer une palette gestuelle plus large pour qu'il ait plus de choses à exprimer, pour qu'il ait un outil pour s'exprimer complètement et que nous, on puisse bien le comprendre et bien l'accompagner. Alors, évidemment, au départ, on ne va pas instaurer beaucoup de signes parce que, alors, pourquoi est-ce que je parle de signes et plus de gestes là? Parce qu'on ne va pas faire n'importe quel geste. Dans une famille, on a des petits codes comme ça, des petits gestes qui nous sont propres finalement, mais on va ici lui proposer des signes qui sont, des gestes qui sont bien précis. Et c'est pour ça qu'on les appelle des signes, parce qu'ils viennent d'une langue qui s'appelle la langue des signes française, la LSF. Alors, il est bien important de se dire qu'on n'enseigne pas à nos bébés la LSF. Il est évident que ce qui va primer ici, dans cette communication, c'est l'oral. Parce que le but, c'est bien que l'enfant parle au final. Et donc, on ne va pas lui apprendre la LSF, on ne va pas pratiquer la langue des signes avec lui. On va parler, donc on va vraiment mettre en relief l'oral. Et le mot important dans notre phrase, on va l'accompagner d'un signe qui ne va pas être choisi par hasard, évidemment. On va choisir des signes qui permettent à l'enfant, quand il souhaite les utiliser, eh bien, de nous parler de lui, de ses besoins, de ses ressentis, de ses émotions, de ce qu'il aimerait faire, de ce qu'il n'aime pas et de ce qu'il souffre. On va pouvoir vraiment lui permettre tout ça.
Donc, les signes ne vont pas être choisis par hasard. Alors, pourquoi on choisit les signes de la langue des signes d'ailleurs? Ce serait intéressant de savoir ça. Eh bien, il existe cette belle langue qui s'appelle la langue des signes française. C'est tellement plus facile d'avoir un référentiel qui est accessible. Et finalement, eh bien, la langue des signes, on peut facilement retrouver un signe quand on l'a perdu, quand on l'a oublié. On garde vraiment un référentiel commun. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Alors donc, on va plutôt choisir et privilégier les signes de la langue des signes. Par contre, évidemment, comme on l'emprunte à une langue qui est la langue des signes, c'est important de respecter les signes et de les utiliser sans les modifier, sans les simplifier. Même si l'enfant, lui, ne les pratique pas tout à fait, enfin, ne les produit pas tout à fait parfaitement, nous, en tant que référent et modèle pour notre enfant, on va utiliser les bons mots, les mots justes, mais aussi les bons signes. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que ça va lui apporter? Parce que, ok, on va lui donner tous ces signes, on va lui permettre de s'exprimer. Donc, vous avez bien compris que, au niveau des bénéfices, le premier bénéfice, déjà, c'est de pouvoir avoir bénéficié d'un outil qui va lui permettre de s'exprimer avant d'avoir la parole. Ça veut dire que c'est un bébé qui va être compris plus rapidement. Si je vois bébé qui pleure et qui me signe, par exemple, ça avec son index, je sais qu'il veut de l'eau. Tout simplement, il veut boire. Je me rappelle tellement de situations où je vois ce bébé pleurer et je me dis, mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Attends, il a bu son biberon, j'ai changé sa couche il y a 5 minutes, mais pourquoi il pleure? Peut-être qu'il a sommeil, peut-être qu'il a mal quelque part, peut-être qu'il veut que je le prenne dans les bras. Parfois, honnêtement, on ne sait pas. Donc, on va émettre des tas de suppositions et on va essayer, avec nos moyens, de répondre à son besoin. Et puis, parfois, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, coucher bébé et puis on se rend compte au bout de 5 minutes qu'il pleure, il est pas bien, il est inconfortable. Donc, ça veut dire que peut-être on s'est trompé, ce n'était pas la bonne réponse aux besoins. Donc, si l'enfant peut me dire qu'il veut de l'eau, s'il peut me dire qu'il veut son doudou, s'il peut me dire qu'il veut un câlin, que je le prenne dans les bras, eh bien, j'ai une piste qui est tout de suite donnée par l'enfant. Parce qu'il ne faut pas croire, ce n'est pas parce qu'ils sont tout petits qu'ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Au contraire, simplement, il leur manque juste le moyen pour le dire, pour l'exprimer. Alors donc, ça va lui permettre, évidemment, de s'exprimer en attendant d'avoir la parole. Et donc, d'être compris en attendant d'avoir la parole. Et donc, d'être plus rapidement satisfait dans ses demandes, dans ses besoins. Ben oui, quand on a la piste, évidemment, on ne va pas aller chercher ailleurs alors qu'on sait ce dont il a besoin. Donc ça, c'est vraiment les 3 premiers bénéfices, on va dire, à utiliser cet outil au quotidien. Après, qu'est-ce qui va se jouer? Eh bien, évidemment, quand l'enfant peut s'exprimer et que son parent répond à sa demande, l'enfant, il se sent écouté, entendu et reconnu comme un être à part entière. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que ça lui permet de développer, de renforcer, d'enrichir, d'étayer sa confiance en lui. Et oui, quand un bébé se sent capable de faire quelque chose, se sent capable de s'exprimer et se sent écouté, eh bien on sait que ça agit directement sur la confiance en lui. Et voilà, quand on peut lui faire ce petit cadeau-là, c'est quand même drôlement intéressant pour sa vie future. Ça renforce la confiance en soi, ça renforce l'estime de soi aussi. Il se sent reconnu comme un petit être à part entière. Et il n'est plus en train de subir, mais il est vraiment acteur de cette communication. Donc, on voit que ça apporte beaucoup de bénéfices. Et puis, je dirais que pour vous, parents, et vous, avec vos bébés surtout, ça apporte aussi et surtout un lien très fort. C'est-à-dire qu'on sait que le parent est la figure d'attachement principale de ce bébé. Parce que justement, c'est le parent qui répond aux besoins de l'enfant depuis la naissance. Donc, l'enfant, il est très dépendant de son parent. Il crée avec lui un lien très affectif, un lien d'attachement, on l'appelle comme ça, c'est un lien d'attachement très fort. Et plus on
répond, mieux on répond, plus notre réponse est ajustée aux besoins de notre bébé, plus ce lien d'attachement se renforce, s'enrichit, et ça devient très très important pour lui. Donc, quelque part, ça participe à lui donner une grande sécurité affective. Et ça, la sécurité affective, on le sait aujourd'hui, toutes les études le montrent, grâce aux neurosciences affectives, entre autres, par exemple. On voit qu'un bébé qui est sécure, eh bien, c'est un bébé qui est prêt à découvrir le monde. C'est un bébé qui devient autonome plus vite, mais avec une autonomie qui n'est pas fragile, avec une autonomie qui est solide, parce que il se sent sécure à l'intérieur de lui. Il a ce réservoir affectif qui est blindé et il est prêt pour aller à la découverte du monde. Et ça, c'est absolument formidable, parce que après tout, c'est un peu notre rôle en tant que parents de faire en sorte qu'il soit bien dans sa vie d'enfant, puis dans sa vie future. Alors vous allez me dire, mais cet outil, il est juste merveilleux, comment on fait pour le mettre en place? J'ai envie de le faire tout de suite. Alors évidemment, c'est un outil qui est arrivé finalement il n'y a pas si longtemps que ça en France. C'est arrivé dans les années 2006 à peu près, par une association et une femme qui a ramené ça des États-Unis. Elle s'appelle donc Nathanaëlle Bouillet-Charles et l'association c'est Signe avec moi. C'est eux qui ont été les précurseurs dans la proposition d'ateliers de signes auprès des familles. Mais cet outil, il est bien plus ancien que ça. Et c'est là que c'est étonnant parce que ça a mis beaucoup de temps à arriver en France. On peut dire que c'est, voilà, aujourd'hui, oui, on commence à voir un petit peu plus cette pratique dans les familles, dans les structures petite enfance. Mais aux États-Unis, mais ça existe depuis les années 80. Parce que, eh bien, il y a eu un monsieur qui s'appelle Joseph Garcia, c'est le papa du bébé signe, on va dire, à travers le monde. C'est lui qui a créé cet outil. Lui, son travail, c'était d'être interprète en langue des signes américaine. Donc, au quotidien, il suivait les familles de sourds et il a commencé à regarder les bébés dans ces familles et il s'est dit, mais c'est pas possible, ces bébés-là, ils pleurent jamais. Ben oui, en fait, il s'est rendu compte que grâce à l'utilisation des signes très précoces, eh bien, le bébé n'avait plus besoin, ou en tout cas moins besoin de pleurer. Et il s'est dit, c'est absolument génial. Pourquoi tous les parents ne le font pas? Au moins de proposer à leur bébé une trentaine de signes, par exemple. Donc, c'est lui qui a créé cet outil. Et puis, ben voilà, ça s'est bien vécu aux États-Unis. Ça vit encore d'ailleurs très bien, puisqu'aujourd'hui encore 3 crèches sur 4 aux États-Unis a instauré cet outil dans le projet pédagogique de la crèche. Donc, c'est très important. Donc, en France, ça vient timidement, mais ça arrive quand même. Et plus ça va, plus on a des bons retours des familles qui disent « mais c'est une aventure extraordinaire, on va à la rencontre de notre bébé, on crée un lien spécial avec lui ». Alors, je vais vous expliquer maintenant comment on peut le mettre en place au quotidien. Parce que c'est important de savoir qu'on ne va pas enseigner à notre bébé la langue des signes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce qui est important, c'est de se dire on va parler tout à fait normalement avec notre bébé. À chaque fois qu'on lui propose quelque chose, qu'on lui propose on va s'occuper de lui, on va lui proposer une activité ou simplement un soin, par exemple, eh bien, en lui parlant, on va instaurer le signe en même temps. Alors, ça suppose d'avoir les mains libres. En général, on a son bébé face à soi. Donc, comme là, par exemple, j'ai un petit poupon et je vais, en le regardant, je vais lui dire, par exemple, je vais changer ta couche et on va pouvoir faire un signe, changer la couche, le prendre dans ses bras et puis l'emmener faire le soin, faire le change. Au moment du change, je peux lui redire aussi, je vais changer ta couche, tu as fait pipi ou tu as fait caca? Je parle normalement. C'est vraiment important de se dire que c'est surtout le langage oral qui prime. Donc, l'enfant, pour qu'il puisse parler, il faut qu'il vous entende parler. Donc, important, on parle toujours à l'enfant, on lui explique ce qui va se passer, on lui explique ce qu'on va faire avec lui. Par exemple, c'est l'heure de manger, tu vas manger? Est-ce que tu veux boire? Tu veux de l'eau? On se concentre sur un signe dans chaque phrase. C'est vraiment très important de ne pas tout signer. Au contraire, pour que l'enfant puisse vraiment se saisir de cet outil, pour qu'il puisse avoir cette possibilité de l'utiliser,
il faut qu'il ait le temps de l'enregistrer, de le mémoriser. Et pour ce faire, c'est important de ne pas le noyer de signes, de vraiment se concentrer sur un signe par phrase et pas plus. Parce que vous imaginez bien que si je disais à l'enfant, tu veux manger un gâteau? D'abord, on entend que dans ma voix, c'est pas du tout naturel, c'est quelque chose de très assuré. Donc, ça risque même de pas être très bénéfique pour le développement du langage. Donc, on arrête de tout signer, mais on va vraiment se concentrer sur le mot le plus important. Imaginez-vous, un bébé, il a 13 mois, 14 mois. S'il a soif, de quoi il va avoir besoin? Eh bien, deux signes, soit boire, soit de l'eau, au choix. Je ne vais même pas signer « Est-ce que tu veux boire de l'eau ?» Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais lui dire par exemple « Est-ce que tu veux boire? Tu as soif? Tu veux boire? Est-ce que tu veux de l'eau ?» Voilà, c'est comme ça que ça va se passer, c'est-à-dire que on isole un mot et on va l'enrichir, le soutenir, le mettre en lumière par un signe. Évidemment, du coup, on se dit, mais de combien de signes on va avoir besoin? Est-ce que ça va être difficile d'apprendre tout ça? Est-ce que ça ne va pas me submerger de boulot en plus? Alors que, bon, s'occuper d'un bébé, on sait que c'est déjà beaucoup de travail. Dites-vous qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de signes au début, surtout au début. C'est important de se concentrer sur les besoins physiologiques du bébé. Quels sont ses besoins à ce bébé? Eh bien, le bébé, il va avoir besoin au début qu'on lui change sa couche, par exemple. Donc, changer la couche. Vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de signer « changer la couche ». On va résumer, en fait, on va utiliser un seul signe pour toute cette expression. Et ici, ça va être le signe « changer ». Changer. Donc, on fait avec ces points comme ça. On va venir taper les points l'un sur l'autre. On pivote les poignets, on retape. Changer la couche. L'important, c'est de le dire à chaque fois. Ce qui compte, c'est vraiment, vraiment la régularité. Vous imaginez bien que si le bébé il a l'habitude de le voir plusieurs fois dans sa journée et sur plusieurs jours, c'est un signe qui va être complètement intégré. En fait, il l'aura vu tellement souvent que le jour où vraiment, vraiment il a besoin qu'on change sa couche, il va savoir l'utiliser. Alors donc, on va effectivement pouvoir lui proposer changer la couche. On va pouvoir lui proposer biberon, parce qu'au début, c'est quand même aussi très important, soit tété, soit biberon. Donc, pour les mamans qui n'allaitent pas, qui donnent le biberon, ou les papas, eh bien, on peut utiliser le signe biberon. Donc, vous voyez ici, j'ai ma main qui fait semblant de soutenir un bébé. Et puis, celle-ci, où on va avoir le contenant du biberon, et puis la tétine qui est sortie ici. Et je vais comme ça me diriger vers la bouche imaginaire de mon bébé, donc biberon. Donc, avant de le prendre dans mes bras pour lui donner son biberon, je vais lui dire « Tu veux ton biberon ou je vais te donner ton biberon ?» Biberon. Tout simplement. Pour les mamans qui allaitent, vous allez pouvoir utiliser le signe tété qui va se faire avec la main comme ça, toute ouverte en 5, qu'on va venir placer sur le sein opposé au bras. Vous voyez, l'autre sein. Et on va ici fermer la main comme ça, 2 fois, comme si c'était la bouche du bébé qui faisait hop, attraper le sein. C'est exactement ça. Donc, on se place ici et on le fait 2 fois. Tété. Donc, je vais dire aussi à mon bébé, je vais te donner à téter. Tu veux téter? Et voilà. En général, chez les bébés allaités, c'est un des premiers signes qui apparaît d'ailleurs. On se demande bien pourquoi. Donc, ces 3 signes-là sont importants. Donc, changer la couche, téter, biberon. Mais on peut aussi en instaurer d'autres. Alors, évidemment, souvent, on me dit, bah oui, mais comment on signe papa et maman? C'est important de le faire dès le début. Bah, bien sûr. Alors, on va commencer par papa parce que c'est un signe assez simple et qu'il n'y en a qu'un. Donc, papa, on va ici se mettre près de la bouche avec index et pouce. Et vous allez voir que l'index va venir taper 2 fois. Papa, 2 fois, près de la bouche. Papa, papa. Donc, c'est facile. Alors, n'ouvrez pas votre main comme ça. Je vois souvent des mains comme ça ouvertes. Non, vous fermez tout. Et puis, il n'y a que la petite pince qui va venir se faire ici. Papa. Par exemple, on peut dire au bébé, oh, tu entends, il y a papa qui arrive. Ou, bah, il est où papa aujourd'hui? Papa est au travail. Voilà. Ça, c'est faisable pour vraiment que le bébé puisse intégrer. Alors, évidemment, si on montre papa, je suis obligée de montrer maman. Alors, sachez qu'en France, il y a plein de signes différents pour maman.
La langue des signes, elle a cette particularité, malheureusement, d'avoir une histoire assez lourde, parce que pendant 100 ans, la langue des signes a été interdite dans l'éducation des sourds en France, jusque dans les années 80, 1980. Donc, vous voyez que c'est tout récent, c'est là juste derrière nous. Donc, la langue des signes, elle a été très fragilisée. Et du coup, il y a eu beaucoup d'associations de sourds qui, dans les régions, ont essayé de faire survivre cette langue des signes et ont créé parfois des signes un peu différents selon les régions. C'est pour ça que parfois vous vous dites « c'est bizarre, moi je n'ai pas appris comme ça ». Mais oui, c'est normal, ça fait partie de la particularité de cette langue des signes. Donc elle peut avoir des accents, on peut parler plutôt d'accents différents. Alors maman, je vais vous en montrer plusieurs. Celui qu'on voit souvent, c'est maman avec ici où on vient taper sous le sein 2 fois. Maman, maman. Vous avez vu qu'à chaque fois, je verbalise bien parce qu'on se rappelle que le signe n'est pas suffisant tout seul. Ce qui prime, c'est l'oral, on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est important à chaque fois de dire « maman ». Tiens, elle est où maman? Voilà. Ou d'autres signes qui peuvent être utilisés pour maman. Donc, à vous de choisir celui qui vous parle le plus. Alors, donc, il y a celui sous le sein, mais il y a aussi les autres qui sont plutôt sur le visage. Alors, on va voir, par exemple, avec l'index, on va taper ici 2 fois « maman ». Maman. Ou on va aussi mettre la main en B, ça c'est la lettre B dans l'alphabet, et on va ici taper 2 fois. Maman. Ou on va pouvoir aussi, avec le pouce, griffer notre joue comme ça. Maman. Voilà 4 signes, je dirais les plus courants en langue des signes selon les régions. Donc, à vous de voir celui qui vous parle le plus. Alors nous, moi j'habite à Angers. À Angers, nous, il est encore différent, il se fait comme bisou. Bisou, maman. Bah, moi, j'arrive pas à le faire comme ça parce que pour moi, c'est important de distinguer maman de bisou. Mais après, évidemment, le mot est là pour distinguer, donc pourquoi pas. Mais si le bébé fait le signe bisou, je me demande du coup, est-ce que c'est bisou ou est-ce que c'est maman? Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de garder celui-là. Moi, je garde plutôt celui-ci. Mais ça, c'est vraiment un libre choix. C'est vous qui décidez selon si vous êtes le plus à l'aise avec l'un ou avec l'autre. Donc, justement, puisqu'on parle des bisous, alors évidemment, il y a bisous qui se fait exactement comme manger. Vous avez vu tout à l'heure manger. Bon, manger, c'est un signe qui est international. Je crois que partout dans le monde, on peut l'utiliser. Quelle que soit la langue, tout le monde comprendra. Donc ça, c'est manger. Et comme boire d'ailleurs, qui se fait avec le pouce. Boire. Donc ça aussi, c'est un peu international. Tout le monde l'utilise. Donc voilà, ça vous fait une petite base déjà pour commencer les signes associés à la parole. Alors, bien entendu, ce qui est important, effectivement, c'est de ne pas utiliser trop de signes. L'enfant, en fait, comment ça se passe dans son esprit? Quand il vous observe, en fait, il va lui retenir plusieurs choses, 3 éléments. Le premier, c'est l'action ou l'objet. Par exemple, téter. Donc, l'action de téter. Donc, il sait que téter, c'est le moment où maman va me prendre dans les bras et me mettre au sein. Rattaché à ce concept, il y a le mot téter qu'il va entendre à longueur de journée, parce qu'on va tout le temps lui dire qu'il va téter. Et puis, il y aura aussi ce signe de téter avec cette main qui va comme ça se fermer 2 fois, qui va être attaché à tout ça. Donc, vous voyez que ces 3 éléments, eh bien, ça va lui permettre de bien conceptualiser. Parce que ça, c'est un concept, le fait de téter, le fait d'être dans une action, c'est un concept. Et puis, il aura le mot qu'il connaîtra parfaitement et le signe qu'il connaîtra parfaitement. Donc, grâce à ces signes, on va lui permettre de bien conceptualiser, y compris quand, par exemple, on propose des mots parfois différents. Papa et maman peuvent avoir des mots différents, un vocabulaire différent qui désigne une même chose. Eh bien, grâce aux signes, l'enfant va très bien comprendre de quoi il s'agit et on va lui permettre d'étoffer finalement même son vocabulaire oral. Et ça, c'est intéressant aussi. Ça enrichit vraiment le langage. Même s'il n'est pas encore mis en place, il l'enregistre. Donc, voilà quelques signes qui peuvent être intéressants. Après, les signes qu'on peut rajouter un petit peu rapidement, je dirais, c'est le signe de peur, par exemple. Donc, si on voit notre bébé qui a sursauté parce qu'une porte a claqué, parce qu'on a fait du bruit avec des casseroles qui sont tombées, ou parce qu'il entend peut-être une voix forte qui lui fait peur, eh bien, en l'observant, on voit cette réaction et on va pouvoir lui dire « Tu as eu peur? Oh oui, j'ai vu que tu as eu très peur. » Donc, ce qui est important dans ce signe,
C'est bien sûr le mouvement, hein. Donc on va avoir la main comme ça, toute ouverte en 5, qui va venir taper sur le cœur. Vous comprenez bien que quand on a peur, la première chose qui se met vraiment en action, c'est notre cœur, qui se met à battre très vite, très fort. Donc, peur. Mais attention surtout à l'expression de votre visage, parce que c'est ce qui va donner du crédit, crédibiliser votre discours, votre mot et la sensation, l'émotion qui est en lien avec ça. Donc, vous voyez bien que si je fais « Oh oui, tu as eu peur hein? Oh, tu as eu peur, mon pauvre chouchou », bah oui, non, mais là, sur mon visage, je ne lui montre pas la peur. Alors, si je fais oh, « Tu as eu peur », oh oui, je vois que tu as eu très peur. On voit que même l'intonation de la voix, elle est différente. C'est très important que lui, il ait ce visuel, je dirais, à la fois sur le signe en lui-même, mais le signe ne peut pas aller sans l'expression du visage qui est primordiale pour donner de la crédibilité à ce qu'on est en train de dire, pour montrer à l'enfant qu'on a de l'empathie aussi pour ce qu'il ressent, pour lui montrer que, oui, on a compris qu'il avait vécu quelque chose de difficile. Donc, tout ça, eh bien, il va l'emmagasiner, il va le mémoriser. Et le jour où il a peur de quelque chose, plutôt que d'hurler, plutôt que de fondre en larmes, eh bien, ou plutôt que de se cacher aussi, hein, il va peut-être pouvoir utiliser le signe de peur pour vous le dire. Et quand on sait ça, eh ben c'est formidable parce qu'on peut agir tout de suite, on peut lui proposer des solutions ou on peut le rassurer. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir proposer ce signe-là. Alors, quels autres signes peuvent être utiles au quotidien quand on a un tout petit? Eh bien, il y a le doudou, parce que c'est le petit objet transitionnel qui est très important, qui va suivre le bébé s'il est gardé quelque part ou qui va aider le bébé peut-être à s'endormir. Donc, pour signer doudou, on va ici faire une forme de main comme ça, qui s'appelle la clé. Vous voyez que c'est le pouce qui est un petit peu en dessous et puis l'index qui s'enroule dessus. Et on va venir taper 2 fois sur la bouche. On essaye plutôt de le faire sur la lèvre inférieure pour que l'enfant voit nos lèvres quand on parle et qu'il puisse aussi bien entendre le mot, c'est important. Donc, on va dire « Il est où ton doudou ?» ou « Je te donne ton doudou ?» Donc, voilà ce signe doudou. Alors, pareil, il y a plusieurs signes pour doudou. Moi, j'aime bien celui-ci parce qu'il est facile et que quand on observe un bébé prendre un doudou, souvent, il le prend, il le met près de sa bouche, près de son nez. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez visuel et ça représente bien le doudou. Donc, doudou. Et pour ceux qui ont une petite tétine, parce qu'il y a des petits bébés qui ont une tétine ou une sucette, hein, je ne sais pas comment vous allez le dire, vous mettez le mot que vous voulez, c'est vous qui vous gardez votre mot, mais par contre, vous pouvez ajouter le signe de tétine qui se fait comme ceci. Tétine, tétine. Voilà, donc pareil, au moment de lui donner sa tétine, « Oh, mais elle est où ta tétine? Je vais te donner ta tétine. » Ah, bah oui, elle est là, la tétine. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire des grandes phrases. Hein. Je crois qu'au contraire, plus nos phrases sont courtes, plus c'est simple et accessible pour le bébé. En revanche, on va essayer de toujours utiliser les mots justes. Parce que ça, c'est très important, hein, le fait de se dire je parle à mon bébé, je veux qu'il acquiert le français, hein, l'oral. Et pour qu'il l'acquiert, pour qu'il ait un bon développement du langage harmonieux, il faut qu'il ait tout de suite les bons mots. Et c'est comme ça qu'il va construire son langage. Et puis, les signes vont l'y aider aussi. Parce que vous avez remarqué peut-être que quand on signe avec un bébé, on parle moins vite que quand on ne signe pas. Et ça, le fait de ralentir le débit de parole, c'est aussi très important pour le développement du langage. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce que je peux vous apporter. Quoi qu'il arrive, ce qui est important, c'est de ne pas vous mettre la pression. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des jours où vous signerez moins, et c'est pas grave. Il y a peut-être des jours où vous serez très enjoué et vous verrez que votre bébé il est très réceptif, et puis d'autres moins. C'est pas grave non plus. Vous allez peut-être vous dire, j'ai l'impression que je le fais depuis des mois et mon bébé il signe jamais. C'est pas grave non plus. Peut-être qu'il est en train de mémoriser, d'enregistrer, il prend son temps en fait pour conceptualiser. Donc laissez-le, continuez tranquillement. Hein, c'est comme avec les mots, il ne parle pas demain, il ne parle pas tout de suite, mais ça prend du temps et il lui faut ce temps pour être confiant finalement. Hein. Donc voilà, on
on respecte son rythme, on respecte sa manière de signer, sa manière de s'approprier cet outil. Et voilà, surtout être dans le plaisir, parce que je pense que c'est ce qui est communicatif. Hein. Plus le bébé sent qu'on est dans une communication avec joie, hein, qu'on entre en lien, qu'on se met à quatre pattes, qu'on se met à plat ventre pour être à sa hauteur, parce que c'est ça aussi signer, hein, c'est toujours se mettre à hauteur d'enfant. Et le fait comme ça d'aller à sa rencontre, d'essayer de l'écouter, de l'entendre, eh bien, c'est ça qui va faire qu'il aura aussi envie de se lancer dans cette aventure de communication avec vous. Donc, j'ai à peu près fait le tour. J'espère que ça vous aura plu, cette petite découverte. Évidemment, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez trouver des supports, hein, des livres, mais aller dans des ateliers. Voilà, c'est un outil qui demande vraiment à être découvert jusqu'au bout, hein, vraiment profondément, parce que c'est vraiment un outil qui est très riche. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis là pour répondre aux questions maintenant, Sarah. J'entends pas. Vous m'entendez? Voilà, ça y est, c'est bon, Sarah, j'entends. Merci beaucoup, Isabelle. C'était très, très clair et ça m'a donné envie de moi aussi parler plus doucement. J'ai réalisé que j'ai fait une introduction hyper vite et c'est vrai que quand vous dites qu'au final, signer, ça invite à une articulation et à une meilleure soin de la langue française. Voilà, j'ai pris du plaisir à vous entendre aussi côté de la langue française. Donc, merci pour cette invitation à articuler, à aller plus doucement et à déguster chaque mot enfant. C'est ça. Donc, effectivement, le live, il n'est pas aujourd'hui en direct, mais on a préparé quelques questions et on a récolté quelques questions. La première, c'est à partir de quel moment on peut commencer? Est-ce qu'on commence depuis la naissance ou est-ce qu'il faut attendre un peu? Voilà, à quel moment vous croyez que c'est le mieux pour commencer à introduire la langue des signes, ou plutôt les signes associés à la parole? Alors, pour moi, c'est comme le langage. On commence à parler à un bébé dès la naissance. On commence à signer avec lui dès la naissance. Ça doit devenir quelque chose de très naturel parce que ça ne l'est pas au départ pour un parent. Donc, plus tôt on l'instaure, plus vite le bébé, il est habitué aussi à nous regarder, à se dire « Ah, mais tiens, quand ma maman ou mon papa me parle, il se passe quelque chose aussi avec ses mains. » Et plus tôt le bébé, il a ce visuel-là, et plus vite il va aussi entrer en lien par les signes. Donc, plus tôt on le fait, mieux c'est. Et donc, du coup, les parents, ils devraient peut-être se familiariser avant la naissance à cet outil-là, ou comment vous faites dans vos formations? Alors, soit ils commencent un petit peu avant, ou soit ils commencent vraiment dès que le bébé arrive avec juste quelques signes. Hein, donc, comme j'ai montré tout à l'heure, changer la couche, tétée ou biberon, et puis, par exemple, câlin, doudou, et puis c'est tout. Oui, 4 ou 5 des bases. Donc, il n'y a pas besoin de faire des ateliers encore, c'est presque trop tôt. Il faut vraiment juste commencer pour être soi-même à l'aise avec quelques signes. Et puis après, quand l'enfant grandit, il va avoir beaucoup plus de besoins. Donc, c'est là qu'on va pouvoir peut-être aller dans un atelier ou acheter un support et commencer à aller un petit peu plus loin. Et à quel moment on peut se dire, là, c'est trop tard peut-être, on va l'embrouiller? C'est quand il a déjà acquis la parole ou c'est jamais trop tard? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, quand l'enfant parle et parle bien, c'est plus nécessaire de signer parce qu'il est dans autre chose. C'est un peu comme si, moi j'aime bien faire le parallèle avec la marche. Quand il marche à quatre pattes, c'est son moyen de se déplacer. Quand il commence à se lever, faire l'effort de se mettre sur deux jambes, c'est pourtant un peu difficile pour lui, mais il fait cet effort, il va tout doucement, il rampe le long des meubles, etc. Et puis au final, il se lâche et il part. Eh bien, pour moi, je fais exactement ce parallèle-là, c'est-à-dire qu'il utilise les signes en attendant d'avoir les mots. Quand il commence à parler, à faire cet effort de construire des phrases, ça demande beaucoup de travail pour lui de parler. Quand il fait cet effort-là, pour vraiment le reconnaître dans ses compétences, c'est bien d'arrêter de signer. Sauf si on voit que, par exemple, il y a des mots qui se ressemblent tellement que, du coup, on est obligé de le faire répéter. Et si on le fait répéter, on le met en échec.
Et ça, c'est pas chouette pour lui. Donc, on peut garder quelques signes si vraiment on sent qu'il y a des mots qui ne sont pas encore très, très clairs. Mais s'il parle bien, après, on arrête. Ça ne sert à rien. Au contraire, il est passé à autre chose. Il faut reconnaître le fait qu'il a grandi et qu'il a acquis d'autres compétences. Super, donc cela correspond vraiment à une étape pour vous. Oui, tout à fait. Très bien. Au niveau des supports, vous avez parlé des outils, des ateliers. Est-ce qu'il a, il a un outil que vous pouvez nous conseiller? On rentre sur votre site, quand vous pouvez nous aiguiller un peu? Oui, alors moi, je dirais que pour commencer, l'important, c'est de ne pas se nourrir de trop de signes parce que après, quand on commence cet apprentissage, on a envie de s'enrichir et d'en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qui est important, justement, c'est de ne pas en apprendre trop au début. Donc, moi, je dirais que l'imagier, alors je dois l'avoir par là, l'imagier instant de bébé, pour moi, c'est le meilleur outil pour commencer. Parce qu'il y a peu de signes, il y en a une petite trentaine et ça suffit vraiment pour commencer parce que ce sont les essentiels. Voilà, c'est ça. Et qu'il y a un imagier avec des photos, donc c'est super simple parce que en plus il est cartonné, donc le bébé il peut l'utiliser, il peut vraiment le regarder à partir de 6 mois, mais il est surtout avec un petit livret et dans le livret il y a tous les signes. Donc vous pouvez redire les noms? Ça c'est instant de bébé, instant de bébé. Très bien. Voilà. C'est vraiment un imagier et un petit livret où à chaque fois on retrouve ici la photo qui est dans l'imagier et puis le signe avec son explication. On va avoir tous les besoins, donc manger, boire, dormir, changer la couche, être fatigué, etc. Et aussi toutes les émotions. J'ai mal, j'ai peur, j'aime, je n'aime pas. Voilà, toutes les émotions sont dedans aussi. Donc pour commencer, franchement, c'est vraiment l'idéal. Super. Je pense qu'il est disponible sur notre site, non? Sur optoys.fr. Ouais. Oui, je crois. Très bien. Et une dernière question. Est-ce que pour les enfants qui ont deux langues, c'est-à-dire voilà, les enfants avec deux parents avec deux langues différentes, est-ce que ça rend trop compliqué? Est-ce que c'est préconisable? C'est une troisième langue? Parce que pas tous les gestes sont les mêmes. Par exemple, moi, je suis espagnole et je crois que certains bonjour, par exemple, ça fait différemment. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Moi, je trouve que mettre des signes sur deux langues, c'est formidable. Par contre, il faut garder une seule langue des signes. OK. Il faut garder qu'une série de signes, pas dans les deux langues. C'est-à-dire que, par exemple, on va utiliser manger, par exemple, sur la phrase en français, on va dire ça va être l'heure de manger ou est-ce que tu veux manger? Et comment on le dirait en espagnol? Comer. Voilà, comer. Eh bien, on dirait la même chose avec le même signe. Donc, lui, il va pouvoir faire du lien, l'enfant, entre le mot français, le mot espagnol, et c'est l'image, c'est le signe qui va servir d'image commune. Donc, ça l'aide énormément à bien comprendre les deux langues. Et donc, à la place de l'embrouiller, ça va aider à faire le lien. C'est un pont, c'est vraiment un pont entre deux langues. Donc, c'est super formidable. Ça marche. À condition de maintenir un seul signe que le papa et la maman fassent de la même façon. Exactement. Il faut faire le choix d'une langue des signes. Donc, soit française, soit espagnole, soit anglaise. Oui. Et en fonction des supports aussi qu'on a disponibles. Donc, en général, on choisit plutôt la langue des signes du pays dans lequel on vit parce que c'est plus simple de trouver des livres, de trouver des ateliers. Mais par contre, garder les deux langues et avoir ce signe qui fait le lien, c'est super, c'est vraiment top. Ok, super. Je croyais qu'au contraire, que j'allais embrouiller, donc c'est parfait. Ah non, au contraire, ça va bien l'aider. Super. Donc, moi, je pense que c'est très clair. On a tous les outils, on a bien signé. J'aimerais que vous nous appreniez à dire merci en langue comme ça. Merci. On part de la bouche et puis avec sa main comme ça, on va un petit peu vers son cœur. Merci. 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 Donc, merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup à tous d'être là. C'est grâce à vous que cette communauté d'Optoys s'enrichit. Et vous nous avez motivés pendant cette période de confinement à nous lancer dans les lives. Donc voilà, on est déjà dans les après-confinements, mais on va y tenir parce que c'est très enrichissant. C'est une belle aventure.
Et j'espère aussi que pour vous, ça a été bien, bien intéressant, cet atelier d'Isabelle. Si vous voulez approfondir, vous pouvez aller sur le site internet de éveil-et-signe.com. Vous savez des outils, vous savez également des ateliers de formation. Au niveau des ressources aussi, sur optoys.fr, on va cette semaine organiser une sélection des livres et des outils pour vous accompagner dans cette aventure des signes associés à la parole. Vous savez aussi plus des outils sur notre blog Optoys. On va essayer de faire un petit billet récapitulatif avec tous les conseils d'Isabelle. Et rendez-vous aussi sur notre page Facebook pour le prochain live de la semaine prochaine. Donc, à bientôt. Ça s'est dit comme ça aussi. Merci à Optoys et puis merci à tous les participants qui regardaient. Et rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. On est présent partout et on répond à vos questions. On vous accompagne au quotidien. Donc, avec grand plaisir. Merci Optoys. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci.